Madame parlait de l'intérim tout à l'heure. L'intérim, la sous-traitance, c'est quand même en pleine explosion à la SNCF. Donc, Oui, oui. les conditions du privé, elles pénètrent à l'intérieur des Mm. établissements de la SNCF. Euh, juste, vous, vous ne nous avez rien dit sur le taux de syndicalisation que vous avez observé. Alors, c'est une donnée quand même qui me semble intéressante. Et d'autant plus intéressante que ça joue aussi sur le niveau de l'exercice syndical. C'était une discussion il y a peu avec un ancien, enfin un retraité CGT, cheminot, qui me disait qu'ils ont clairement, alors c'est sur le Mantois, hein, on n'en est pas très loin, un vrai problème, un vrai problème, oui, par rapport au- à leurs différents responsables, mais je pense au niveau local, dans les entreprises, parce que mécaniquement, quand il y a moins de personnes syndiquées, mais on arrive à dégager et à faire monter Mm. moins de gens, comment dire, qui ont un niveau suffisant, quoi. Il y a un problème, pour dire les choses d'une manière un peu brutale, un problème de qualité de, des gens au niveau aux différents postes de responsabilité. Parce que voilà, quand on a 500 personnes, eh ben, c'est plus facile de trouver 15 ou 20 personnes qui seront vraiment solides que quand on a seulement 150 personnes. Voilà. Alors sur la coupure entre permanent et base, il me semble quand même qu'il y a un sujet sur le fait que tout ce qui est activité, alors sociale au sens large, représentation du personnel, CHSCT, en fait, tout ce qui est le social dans son acception la plus large, je pense que ça sature beaucoup les emplois du temps des responsables syndicaux et que ça contribue aussi à les éloigner de la base. Je veux dire, ça leur confère sans doute des qualifications particulières, difficiles, parce que tout est devenu plus compliqué. La législation est beaucoup plus dense, beaucoup plus touffue, et le fonctionnement est beaucoup plus difficile à cerner. Donc ça mobilise beaucoup plus les gens là-dessus. Et je pense que même venant de gens qui ont un passé professionnel important, ça peut avoir quand même tendance, et je crois que ça a tendance à pas mal les éloigner mécaniquement, enfin, je veux dire, sans que les gens soient tentés volontairement de s'éloigner de la base, mais par le simple fait que ça les occupe beaucoup en termes d'emploi du temps, mais aussi intellectuellement. Mm. Oui, alors, bon, d'abord, je vous remercie là, pour votre présentation. Et puis, plus qu'une question, moi, ce qui ressort en fait de ce que vous avez dit, c'est que dans votre travail de recherche, vous déconstruisez le mythe que le monde ouvrier est un monde qui voterait FN aujourd'hui. Et je crois que ce qui est vraiment intéressant et important là dans votre travail, c'est que vous montrez le lien entre stabilité dans le travail et ce lien effectif et en fait la précarisation. Et vous montriez qu'effectivement le FN en fait récupère du monde ouvrier des gens qui sont dans des emplois qui ne sont plus stables. Et ça, je crois que alors ça me paraît en fait quelque chose de vraiment important à diffuser beaucoup plus largement. Je ne sais pas comment, mais ça va complètement à l'encontre de ce qui est véhiculé dans les grands médias. Justement par rapport à ce vote ouvrier, hein. Et puis de la même façon, il y a aussi une idée un peu dominante euh, qui, qui voudrait que ce soit aussi, enfin, il y a eu des différences de fait entre le monde urbain et le monde rural, en disant que le monde rural aussi vote FN. Enfin, moi, je trouve que pour le coup, votre travail là de recherche est vraiment très intéressant et voilà. Comment est-ce que ça pourrait être beaucoup plus diffusé enfin, Alors, sur le taux de syndicalisation,
Déjà, ce qui est important, et c'est vrai que j'aurais dû le dire au départ, c'est qu'il est relativement stable depuis les années 90 en général. Et donc ça, c'est important parce qu'on a toujours l'image du déclin continu depuis les années 70. Donc il y a eu un déclin très fort à partir de la fin des années 70. Mais en gros, donc là, il y a notamment une dernière étude de la d'ARES qui montre qu'on est à en gros 11% et que c'est stable depuis les années 90. Et nous, ce qui nous a surpris, c'est que c'est stable aussi chez les ouvriers. En fait, ce qui apparaissait avant par les enquêtes, c'était plutôt que le syndicalisme, s'il se maintenait relativement, c'était grâce aux cadres qui se syndiquent plus, alors qu'au fait, là, on se rend compte que dans le monde ouvrier, ça se maintient. Donc, en gros, on est à 11%, avec une grosse différence entre le secteur marchand et associatif, où c'est 9%, et le secteur public, où on est à 20%. Donc, pour la SNCF, je me souviens plus précisément, on est même à un peu plus de 20%. Donc en fait, là, il y a vraiment une coupure privée-publique. Et surtout, donc, ce qui est clair, c'est taille de l'établissement. Plus l'établissement est important, plus le taux de syndicalisation est important. Donc on dit souvent que c'est faible dès qu'on fait des comparaisons notamment internationales, sauf qu'il faut savoir que, bah, vous le savez, en France, on a tout à perdre et rien à gagner à se syndiquer, alors que dans plein d'autres pays, on est aussi incité à se syndiquer. Donc c'est vraiment incomparable. Là, l'intérêt de se syndiquer à la CGT dans cet atelier, c'est une question de camaraderie, de ne pas se sentir seul et d'avoir des liens forts autour de valeurs fortes. Et alors qu'on est dans un milieu qui est assez isolé, où les possibilités de changer de travail sont quasi impossibles, c'est pas évident. C'est vraiment pas, voilà, c'est pas le monde enseignant, c'est pas le monde universitaire où on ne perd rien, non, on gagne même à se syndiquer, alors que là, c'est quand même très très difficile. Après, il faut savoir que c'est pour ça que, que moi, donc au début, moi, je travaille sur le Parti communiste français. Mais ce qui m'intéresse, c'est les ouvriers et les paysans. Et j'en viens à travailler sur le syndicalisme parce que les ouvriers sont complètement absents de la vie politique aujourd'hui, de la vie partisane. Donc là, on retrouve des ouvriers. Il faut savoir que, par exemple, qu'il y a énormément d'adhérents au syndicat par rapport aux adhérents des partis politiques. Donc, je me souviens plus du chiffre, mais là, ce qu'on avait vu, c'est que les adhérents, il y a plus d'adhérents à la CGT que d'adhérents de tous les partis politiques français. Donc, c'est vraiment c'est incomparable. Là, dans ce bourg, il y a quelques adhérents du Parti radical de gauche, il doit y en avoir 3, et peut-être 2 PS. Donc, PC, il y en a, je pense qu'il y en a plus. Alors qu'on est, voilà, qu'il y a des adhérents de la CFDT, de la CFTC, de beaucoup de la CGT, c'est que les syndicats sont beaucoup plus représentatifs que les partis. Et en plus, il y a aussi des classes populaires dans les syndicats qu'on ne retrouve plus dans les partis politiques. Et en plus, il y a les élections professionnelles, qui sont, moi, ça a été un peu une découverte. Par exemple, là, dans l'établissement, en gros, c'est 80% de participation aux élections professionnelles, où l'intérêt, voilà. Donc c'est incomparable par rapport aux élections politiques. Donc même si les syndicats sont fragilisés, si la syndicalisation est difficile, c'est beaucoup plus représentatif que les partis, c'est beaucoup plus ancré. Par exemple, les partis n'existent quasiment plus dans ce type de communes. C'est-à-dire que voilà, et aux élections municipales, en fait, on va retrouver plutôt en fait, les militants de l'UNSA, de la CGT. Et donc là, on a vraiment un ancrage plus fort avec les milieux populaires. Après, sur l'évolution, sur le fait que c'est plus compliqué, que les chiffres baissent d'une manière. Donc là, il y a plutôt un maintien, mais c'est vrai qu'il y a une fragilité. Donc c'est surtout lié au fait qu'il y a de moins en moins de grands établissements, moins en moins de secteurs publics, de plus en plus des conditions difficiles avec des intérimaires, avec des faux entrepreneurs qui s'auto-exploitent. Et pour les militants, ce qui apparaît comme évolution aussi, c'est qu'il y a un engagement syndical qui se fait sur des modalités différentes. Donc là, ce n'est pas en termes vraiment de chiffres, mais de type d'engagement. C'est qu'on va de moins en moins militer sur un temps privé. Donc ça, c'est important, sur un temps personnel. Alors que pour les militants, jusque dans les années 80-90, c'était encore possible. C'est que là, il y a le temps de l'engagement syndical
dans ce type d'établissement, donc c'est des militants d'entreprise, peu ont beaucoup de responsabilités, ils vont militer sur leur temps de délégation. Ils sortent de l'atelier à 4h30, la réunion se finit à 4h30 et ils rentrent chez eux, sauf les 3 permanents ou les 3 plus engagés. Donc on va considérer que la vie privée est importante, plus même des fois que la vie professionnelle. Quand on parle, on a choisi d'avoir de la discrimination au travail, donc c'est pas trop ce qui apparaît. En disant la difficulté de l'engagement, c'est pas parce que je suis pénalisé, c'est ma femme ou la vie avec les enfants. Et donc là, il y a dans les milieux populaires une défense de la vie privée qui n'apparaissait pas avant. Ou avant, on militait le soir, on faisait des réunions le week-end. Après 18h, il n'y a plus beaucoup d'activités. Et donc ça, je pense que c'est une évolution aussi importante qui fait que l'engagement aujourd'hui se fait sur des modalités différentes. Comme il y a moins de monde, il y a aussi plus, donc comme vous l'avez dit, un vivier plus restreint pour sélectionner. Ça fait que la politique des cadres qui en sélectionne est plus difficile. Et surtout, un cumul, c'est-à-dire qu'on va très vite cumuler. Et donc moi, ce que j'observe, c'est clairement pas des individus qui voudraient avoir le plus de mandats pour se soustraire au travail, c'est des individus qui luttent pour ne pas en avoir trop vite. Et donc là, quand j'arrive dans le syndicat, Philippe veut quitter la direction, il veut un successeur. Et donc pendant plusieurs années, il y a un débat parce que Nicolas ne veut pas. Finalement, il accepte, mais à condition qu'il reste à 80% au travail. Il n'y a aucune volonté spécialement d'avoir des mandats. Et le problème, c'est que quand on met un pied dedans, on reçoit tous les mandats. Et comme vous l'avez dit, après, c'est des réunions avec la boîte. Il y a un véritable enfermement. Et donc, ils font un vrai travail pour essayer de ne pas se dissoudre dans ce ton-là et de ne pas oublier l'organisation. Que le renforcement de l'organisation, c'est quand même ce qui me prime et de ne pas se perdre dans les réunions. Sauf qu'effectivement, ils sont happés par ça. Et il y a vraiment en face une stratégie pour qu'il y ait ce développement de différentes instances, des réunions qui font que lorsqu'on est en réunion, on n'est pas à l'atelier pour être au contact avec les salariés, ou même on n'est pas en réunion avec le syndicat. Si bien qu'un représentant syndical, il peut être tout le temps en réunion sans plus avoir d'espace collectif de discussion. Donc c'est un véritable problème. Avec la gestion en général, avec le CE aussi, et ça je peux dire aussi quelques mots par rapport à ça, c'est que dans ce syndicat, on le retrouve souvent, la CGT essaye de défendre les activités du CE en tant qu'activité de proximité. Et là, on voit un clivage avec les autres organisations, où eux voudraient plutôt que l'argent du CE soit transmis comme salaire supplémentaire aux salariés. La question de l'arbre de Noël, de la bibliothèque, du CE, du fait qu'il y ait une secrétaire à mi-temps dans ce bourg, c'est plutôt combattu par les autres syndicats. À la CGT, ils vont défendre la proximité. Ils vont défendre l'ancrage local et le fait qu'il faut que les activités défendues par la SNCF soient des activités entre collègues. Et c'est important puisque eux, ils sont ancrés localement. Et ça crée une fragilité, puisqu'il y a beaucoup de jeunes cheminots qui sont plutôt urbains, qui habitent dans les villes voisines, plutôt proches ou votant pour la CFDT, qui eux ne mangent pas la cantine, qui ne sont pas insérés, au fait, dans les réseaux syndicaux, ouvriers, locaux. Et ça, c'est une vraie fragilité. C'est-à-dire que la CGT représente plutôt ceux qui sont autochtones, ancrés sur le local et sur la proximité. Alors que les autres se développent plutôt sur l'absence de relations. Sur la question pour le FN, je peux développer aussi en disant que souvent on associe ouvrier et Front National, alors que c'est beaucoup plus complexe. Donc on associe aussi ouvrier, ancien communiste et Front National. Donc je peux dire peut-être quelques mots par rapport à ça, parce que souvent voilà, il y a des a priori par rapport à ces questions-là. C'est que donc là c'est vraiment très clair. Il n'y a pas de passage, parce que comme le Front National a augmenté dans les régions qui étaient anciennement des régions communistes, ou des territoires, tout simplement parce que ce sont des régions qui sont ouvrières, qui étaient ouvrières et qui le sont encore aujourd'hui.
Parce que donc moi, j'ai beaucoup enquêté sur la région de Longwy. Il y a moins d'ouvriers dans la sidérurgie à Longwy parce qu'il n'y a plus de sidérurgie, mais les gens ne sont pas devenus bourgeois ou que chômeurs. En fait, ils travaillent dans des petites entreprises, ils travaillent au Luxembourg, ils travaillent à Metz. Donc il y a toujours des classes populaires, mais qui sont différentes. Le Front National a augmenté, mais pas par un transfert d'ouvriers qui votaient communistes ou qui militaient au Parti communiste, qui voteraient après Front National, mais très clairement par une radicalisation à droite d'ouvriers qui ont toujours voté à droite dans les années 80. Et les ouvriers communistes se sont abstenus. C'est-à-dire qu'il y a eu une désillusion, surtout en 81, 84, 86, donc ça, moi, je le vois très clairement sur la Lorraine, où il y a vraiment un désengagement très fort. On arrête de militer pour rien, pour se désengager. Les ouvriers communistes, en général, contrairement aux militants gauchistes intellectuels des années 70, ils ne se réengagent pas ailleurs. On ne les voit pas au PS ou dans différentes organisations. Ils arrêtent de militer. Ils ne vont pas militer au Front National. Généralement, quand ils arrêtent de voter, quand ils arrêtent de voter communiste, ils s'abstiennent. Mais on a une part des ouvriers modérés qui vont voter Front National. Et ensuite, on a tout simplement des ouvriers qui sont primo-votants et qui votent pour la première fois, surtout dans les années 2000, et qui votent pour le Front National, mais qui n'ont jamais voté à gauche. On est sur une nouvelle génération ouvrière qui vote Front National. Donc il y a bien un lien géographique, c'est les mêmes régions tout simplement parce que c'est des régions ouvrières, mais il n'y a pas de lien clair entre les clientèles électorales et surtout entre les clientèles militantes. Il y a vraiment très très peu de passages. Donc, il y a quelques cas où ça peut se passer, mais c'est très très rare parce que les valeurs sont en opposition et en plus, comme je vous l'ai indiqué, parce que le Front National est en fait pas structuré dans les mondes ouvriers. Il n'y a pas de cellules dans les entreprises, il n'y a pas d'école qui forme les militants ouvriers, il n'y a aucune volonté de promouvoir les militants ouvriers, il émerge plutôt dans la désagrégation. Et surtout, pas du côté des ouvriers, c'est-à-dire qu'ils émergent plutôt du côté des indépendants, artisans, commerçants. Surtout chez ceux qu'ils représentent, c'est-à-dire que les candidats aux élections, même dans les régions très très ouvrières, en général, c'est des militaires à la retraite, c'est des professions libérales, c'est des artisans, c'est des commerçants. Donc on trouve très peu d'ouvriers mis en avant, et encore aujourd'hui. Par contre, c'est vrai que de plus en plus, ils ont maintenant une clientèle électorale qui est ouvrière, sans volonté de promouvoir les militants ouvriers, alors que le Parti communiste, il avait fait sa force sur la valorisation, la fierté d'avoir des candidats ouvriers, donc c'était les députés ouvriers, on parlait de municipalités ouvrières. Mais pour le Front National, c'est l'inverse. Il y a la volonté d'être respectable, d'avoir les candidats les plus diplômés possibles. Donc il va présenter des cadres, des hauts fonctionnaires si peu, c'est qu'il va plutôt pêcher dans les classes supérieures. Il n'y a pas cette valorisation, il n'y a pas d'ancrage syndical, il reste souvent à la porte des usines et plutôt fort dans les secteurs non ouvriers. Et donc, ça on le voit clairement quand on fait la sociologie électorale fine au niveau des différentes régions. Il y avait notamment, il y a eu notamment une journaliste qui a fait un très bon travail sur Hénin-Beaumont, qui est considéré comme l'exemple type. Donc là, c'est un cas très singulier. Hénin-Beaumont, à mon sens, c'est la seule ville ouvrière où le Front National est implanté, avec des militants, avec des réseaux. Parce qu'en fait, il a mis toutes ces forces-là, les permanents, l'argent, mais en fait, on ne le retrouve pas ailleurs. Dans les différentes régions où j'ai enquêté, le Front National, et donc là, par exemple, sur ce bourg, il est deuxième aux élections aujourd'hui, donc c'est énorme. Aucun candidat, pas de réseau, pas de réunion, rien. À Hénin-Beaumont, c'est très singulier parce qu'ils ont mis toutes leurs forces médiatiques et militantes. En général, on n'a pas de réseau militant structuré. Mais la force du Front National, c'est pas Hénin, c'est pas les cités ouvrières, mais c'est Beaumont, l'ancien village, avec les artisans, commerçants à la retraite. On est plutôt vers les classes moyennes ou l'artisanat. Et c'est la même chose pour. Donc il y a eu un très beau documentaire sur les quartiers nord à Marseille qui est passé il y a 6 mois, où il montre aussi que les grands ensembles, très ouvriers, c'est l'abstention. Et le Front National, c'est les villages, c'est les anciens villages qui sont des petits bourgs insérés dans les cités collectives, où là, on est vraiment plus proche de l'indépendance, des petits patrons, où là, il y a un fort vote Front National. Mais d'un point de vue géographique, on est dans les quartiers nord. Donc c'est pour ça que souvent qu'il y a cette confusion. Et moi, très, très clairement, sur le terrain,
Donc il n'y a pas donc sur ce terrain-là, mais c'est en général. Donc là, c'était notamment, je pense aux élections qu'il y a eu à Sochaux. Donc parce qu'il y avait une élection législative anticipée qui correspondait à la circonscription de Sochaux-Peugeot, avec où le Front National est très fort, avec un vote ouvrier fort pour le Front National. Et donc là, la candidate du Front National, c'est quelqu'un qui est diplômé d'un DEA en histoire médiévale, qui avait une thèse en histoire médiévale, qui était permanente du Front National dans les années 80. Et elle n'a aucun contact avec le monde ouvrier. Il n'y a pas de réseau ouvrier structuré, mais dans les médias, on est sur une circonscription très ouvrière. Et on va dire donc, il y a des fiefs ouvriers Front National. Ça repose sur un vote, vraiment pas sur une inscription locale. Elle est complètement déconnectée, elle n'est pas du tout socialement en phase avec ces milieux-là. Et les habitants votent pour la marque Le Pen, pour Marine Le Pen, pas pour des militants qui les fréquenteraient au quotidien. Et le vote ouvrier Front National est fort aussi parce que, en fait, il y a beaucoup d'abstention. Donc c'est surtout l'abstention qui est très très forte, et puis après vous avez le vote Front National. Voilà pour les. Alors où est-ce qu'on pourrait diffuser toutes ces idées? Bah dans le monde diplomatique. Voilà. Et sur les fractures territoriales, il y avait un très très bel article de Patrick Rimbert et de Benoît Bréville sur Christophe Guilly, sur les voilà. Donc moi je m'inscris complètement dans la perspective de leur article, c'est que les fractures territoriales sont importantes à prendre en compte, que si on les insère dans des rapports de classe. Là, c'est ce qui prime, c'est le fait d'être ouvrier. Et les rapports ouvrier-cadre, vous le retrouvez en ville, en banlieue. Donc les rapports de classe se retrouvent partout. Ils prennent des formes différentes, mais il n'y a aucun intérêt scientifique et politique à opposer les ruraux aux urbains, puisqu'ils sont traversés par des rapports de classe. Donc non seulement Guy lui, il sous-estime la pauvreté et la difficulté en banlieue, tout simplement parce que comme il y a beaucoup de cadres, statistiquement, dans les banlieues, et des foyers culturels proches géographiquement, il va estimer que c'est plus facile. Alors que tous les études montrent que ça ne marche pas comme ça, et que la pauvreté, elle est plus concentrée, beaucoup plus dans les banlieues que dans les espaces ruraux. Et en plus, il va avoir une vision homogénéisante des ruraux en parlant de communautés rurales, comme on parlait avant en anthropologie, alors que c'est divisé. C'est que des conflits. Dans les municipales, c'est que des conflits entre gros céréaliers, petits éleveurs, entre ouvriers et patrons. Donc il n'y a pas une communauté rurale contre l'immigration ou contre la société multiculturelle. Et en plus, donc moi, il y a beaucoup de mes ouvriers de l'atelier qui sont passés par les banlieues, puisqu'en général, au début, ils sont plutôt de banlieue, où ils s'installent avec leur campagne, et c'est quand ils commencent à avoir un enfant qu'ils vont se réinstaller. En fait, c'est des réinstallations. Comme ils connaissent cette zone-là, et notamment pour la SNCF, on peut demander une mutation. Donc en fait, ils vont demander une mutation à cet endroit. C'est parce qu'ils ont de la famille eux-mêmes ou par leur belle famille qui reviennent à cet endroit. C'est des réinstallations, mais c'est des trajectoires qui ne sont pas coupées du monde urbain. Et c'est pas parce qu'il y a des immigrés qui le partent, c'est parce que les conditions de vie sont très difficiles dans ces banlieues, et parce que l'accession à la propriété y est impossible. Donc c'est vraiment une illusion d'opposer que sur des questions territoriales. La question territoriale, elle singularise des rapports de classe, mais ce qui prime vraiment, c'est ces questions de différenciation sociale.